Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 28 janvier 2023. Alors aujourd'hui, après 2 journées consécutives de petite misère, nous avons repris un peu d'air, un peu d'allant, un peu de prospérité. Le tiroir caisse a ronronné. Cette petite bête capricieuse qu'on doit nourrir avec beaucoup de dollars pour rester à la surface de la Terre. Alors aujourd'hui, d'ailleurs, je vais partager l'article en note de bas d'écran, un article de l'émérite journaliste Chantal Guy, qui a conclu une série d'articles sur la maison dont ils ont hérité, elle et son amoureux. Une fort jolie maison dans le 21e arrondissement de Montréal, le 21e arrondissement de Paris, c'est-à-dire le plateau Mont-Royal. Et elle raconte, alors vous allez lire que mon très distingué confrère, François Côté, a procédé à une évaluation de la bibliothèque et qu'il a choisi un certain nombre d'ouvrages, sans doute de qualité, je ne doute pas de la compétence de ce confrère et ami, François Côté. Et par la suite, c'est ici que moi j'entre en jeu et ils m'ont affublé de cette épithète qui sans doute va rester, celui de aspirator. Alors, j'endosse avec joie, avec bonheur, cette épithète qui évoque, vous l'avez entendu, le Terminator, celui qui achève ses adversaires. Et elle parle, après mon passage, d'un nettoyage par le vide. Oui, et à chaque fois que j'ai eu à me déplacer pour me porter acquéreur de livres, et toujours les gens sont médusés par la rapidité avec laquelle je travaille. Et en fait, je suis une sorte de tornade. On imagine très très bien Bruce Willis dans une bibliothèque surchargée, avec Nietzsche en embuscade, prêt à l'oxyre, avec Sartre usant de mortier, prêt à me foudroyer, ou encore Wittgenstein dans une tranchée, prête à se jeter sur moi avec une baïonnette. Et moi, je débarque, place nette, les livres se volatilisent et les auteurs, bien maris, se retrouvent dans le fond d'un carton, neutralisés. L'aspirator ne fait pas de quartier. Alors, sans doute, certains de mes confrères, éblouis et sans doute un brin jaloux de ma célérité, vont se gausser, s'amuser de ce qualificatif définitif de aspirator, comme Liberatore, la bande dessinée, hein? Celui de Harlan Coben, je pense. Celui qui se promenait avec une hache, oui, Liberator, je pense que c'est ça. Il se promenait avec une scie mécanique en disant « Je déteste les punks ». Alors oui, sans doute certains de ses confrères malveillants, mal intentionnés, vont se marrer de ça. Mais en 30 ans de métier, l'aspirator en a vu des jeunes ambitieux aux dents loups débarquer dans ce métier où l'ambition ne doit pas être la qualité principale. Parce que quand on est vraiment ambitieux sur le plan des dollars, j'entends, eh bien on ne devient pas libraire.
On devient ce qu'on veut, mais pas libraire. Alors l'ambition ne se situe pas là. En fait, je dirais même, pour moi-même, je n'ai jamais été capable de me définir comme un ambitieux. Tenace, oui, tenace. Résistant, oui. Antifragile, oui. Passionné, assurément. Mais pas ambitieux. Alors j'en ai vu des ambitieux se lancer dans ce métier, couteau entre les dents, imaginant faire disparaître les uns et les autres, s'emparant du marché. C'est un marché de niche dans certains cas où on peut faire rentrer tous les clients dans un placard. Et alors donc, mais l'aspirator, hein, ça, il faut avouer, ça en jette. Même s'il y a quelque chose d'un brin ridicule, je l'admets. Mais il ne faut pas craindre le ridicule non plus lorsqu'on est libraire. Parce que plein de gens se demandent, comment faites-vous pour vivre? Et comment faites-vous pour... Oui, comment faites-vous pour vivre? Alors évidemment, des gens comme ça qui vous renvoient à une question existentielle de si haute importance et d'une envergure si mortifiante, comment faites-vous pour vivre? Eh bien, souvent, on se le demande nous-mêmes. Comment faisons-nous pour vivre entourés de gens qui s'intéressent si peu aux choses si essentielles? Comment faisons-nous pour vivre parmi des gens qui ne cessent de répéter que la vie est effroyablement courte et qui, malgré cette constatation, la gaspillent? Pour ma part, la vie, elle est interminable. Elle est interminable et parfois, lorsque j'ai eu 50 ans, par exemple, il y a déjà un petit moment, ben, je n'arrivais pas à croire que pendant un demi-siècle, j'avais foulé le sol de cette planète à la fois remplie de merveilles et remplie d'horreurs. Cette expérience d'exister si éprouvante et que j'avais respiré pendant 50 ans de l'oxygène, oui, je respirais encore, que le soleil avait jeté ses rayons sur mon crâne, pas tout à fait dégarni, et que j'avais roulé ma bosse, que j'avais traîné cette carcasse, harassée par le poids des épreuves et le poids des années. Comment avais-je pu faire pour passer à travers l'expérience de l'existence 50 ans? Alors là, j'ai rajouté une autre décennie au compteur. Et le poids est de plus en plus pesant. Et qu'on ne me dise pas que la vie est courte, car quand je regarde des films faits ou des documentaires réalisés lors des années de ma naissance ou qui ont suivi ma naissance, souvent ces films sont en noir et blanc. Déjà, je suis né dans une réalité en noir et blanc. Le Technicolor est venu plus tard avec le LSD, les cheveux longs, les hippies et le festival de Woodstock. Et je regarde ces vieilles images anciennes, presque antédiluviennes, et je me dis, mais même quand je suis né, ça faisait à peine 15 ans qu'Adolf Hitler s'était tiré une balle dans la bouche, je pense. Que les nazis avaient été vaincus. Tribunal de Nuremberg, quelques années avant ma naissance. La bombe atomique, une petite quinzaine d'années avant ma naissance. Et j'ai l'impression que ces événements totalement mystérieux qui ont précédé la naissance de Aspirator, eh bien, datent de temps où il y avait des dinosaures, presque. Alors, je ne serais pas surpris que les jeunes aussi me regardent, les jeunes, les tout jeunes, me regardent comme si j'étais... en fait, ils sont étonnés de voir que je tiens encore debout,
que je respire encore même. Moi-même, parfois, je suis étonné de respirer encore. Je me dis, au moins, en parlant de moi, il respire encore. Alors, oui, ça fait longtemps. Alors, si on juge que tout ça passe trop vite, cette vie, eh bien, il faut trouver le moyen de la ralentir. Et si on la juge interminable, ce qui est mon cas, il faut donner dans la brièveté. D'ailleurs, moi, je n'écris que des aphorismes ou des poèmes. Je serais incapable de m'atteler à une œuvre de longue haleine, étant donné que ma propre vie est une très longue expérience. Hier soir, je vais entrer dans des sujets intimes. Je vous sais friand de partage privé. Nous ne sommes qu'entre nous. Nous sommes allés souper, Fabienne et moi, chez une dame et il y avait en fait une autre dame qui était une vieille amie de ma mère. Et la dame chez qui nous sommes allés, elle a accompagné ma mère dans ses derniers moments de vie. Et ces deux dames-là ont été témoins de l'abominable cafouillage qu'a été son exécution. Mais son aide médicale à mourir. Vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus où je narre dans le détail l'agonie de ma mère. Et ma mère est morte de très mauvaise humeur. En tout cas, on peut mourir de mauvaise humeur. Alors pour elle, elle était morte de mauvaise humeur et elle a expédié sa propre existence comme un fardeau dont enfin elle se déchargeait. Comme on dit au Québec, c'était ordinaire comme expérience. Alors ces deux dames étaient là, et l'une d'entre elles, et elle semblait fort sérieuse, et de toute façon, elle nous en a donné des preuves, de la manière dont, lorsque nous sommes sortis de cette soirée, et que nous nous sommes retrouvés dans le froid hivernal, elle a enjambé prestement un très gros banc de neige. Banc de neige égale congénère. Un amoncellement de neige. Et d'un pas leste, elle l'a enjambé. Et on a apprécié, admiratif, son agilité. Et elle disait donc, cette dame, qui a 74 ans, qu'on commençait à être vieux à 90 ans. Et qu'elle donnait pour exemple sa propre mère, qui a été très en forme jusqu'à 90 ans, et qui finalement a décédé à l'âge de 101 ans. Alors, moi, j'ai entendu ce témoignage partagé entre l'effroi et l'admiration, et tout à coup replongé dans un bain de jouvence. Petite soixantaine, je suis encore jeune pour les 30 prochaines années, ou encore cette malheureuse carcasse va être exposée aux diverses intempéries de la vie, et que sans doute je vais être témoin de catastrophes inimaginables. Peut-être ne vais-je pas y survivre, mais à supposer que j'y survive, que je vais encore faire les frais d'une expérience de plus en plus inutile, et comme je l'écrivais aussi, arrive ce moment où, en fait, je ne me souviens même pas de ce que j'ai dit. Je vais vous retranscrire le truc, là, en note de bas d'écran. Bref, où on se demande si tout ce qu'on nous sait nous a appris quelque chose, au fond. Tout ce qu'on a reçu comme enseignement, incluant les pieds au cul, nous ont servi à quelque chose. Hein? Ce moment où, mis devant le poids de l'expérience, on demeure dubitatif devant ce legs et on se dit, est-ce que cela a servi à quelque chose? Est-ce que j'ai appris quelque chose? Hier soir encore, j'en ai fait l'expérience. Combien non seulement nous n'apprenons pas grand-chose,
volet numéro 1. Et volet numéro 2, que ce peu de choses-là que nous n'apprenons pas est absolument intransmissible. Alors hier soir, discussion avec ma belle-fille, qui est une toute jeune personne et qui, comme toute jeune personne de ce siècle, de ce millénaire, a réponse à tout, a tout compris. C'est formidable, les jeunes personnes. Surtout le premier mouvement où on les voit singer la vie des adultes. Ils sont en couple, sont sérieux. Alors ça, j'ai tout vu ça. Vous aussi, d'ailleurs, si vous avez des ados et de jeunes adultes, vous les avez vus devenir très, très sérieux, jouer aux adultes, et puis vous les avez vus quelques années plus tard, même plus faire semblant d'être des adultes, et juste devenir un peu des êtres humains, un peu bébêtes ordinaires. Alors, je lui expliquais un certain nombre de choses, oui, parce qu'évidemment, pour eux, nous, ma génération, on n'a rien connu. En fait, on a connu un âge d'or. Tout était mieux avant. Tout était mieux avant. Et on a été exempt d'épreuves. On n'a pas connu de crise. On n'a pas connu des désamours. On n'a pas connu le chômage. On n'a pas connu... En fait, on n'a rien connu. Nous, on est des œufs immaculés. Et je commençais à être un peu contrarié sans vouloir lui servir le refrain de « oui, mais nous, on a souffert, blablabla, blablabla ». Et je suis allé vérifier les statistiques de 1982, l'âge quand j'avais 21 ans, 1981. Et le taux de chômage, par exemple. Au Québec, le taux de chômage, c'était 17%. J'avais oublié à quel point c'était élevé. Mais je me souviens qu'il y avait l'UNESCO, en 83, avait décrété que c'était l'année de la jeunesse et que nous appartenions, ce groupe d'âge-là, à la génération sacrifiée. Que nous étions nés trop tôt pour le virage technologique et trop tard pour le plein emploi. Bon. Que finalement, nous sommes arrivés à la vingtaine, le buffet était vide, le party était terminé, les chaises étaient sur les tables et il n'y avait plus qu'une petite musique de fin de soirée indiquant que la fête était terminée. Ça, c'était pour l'atmosphère. 17% de taux de chômage, dès qu'on avait un emploi, on était content que cet emploi fût mal payé. C'était la règle. Et qu'il fût ennuyeux également, c'était la deuxième règle. Deuxième élément, les taux d'intérêt étaient à 20%. Et là, ma jeune belle-fille, oui, mais les maisons c'était achetable, contrairement à aujourd'hui. Les maisons ont toujours été un bien de consommation. Je ne ferai pas un cours d'immobilier ce soir, mais ça n'a jamais été un truc... Les vrais investisseurs n'investissent pas dans l'immobilier. Parce que c'est un bien tangible où on doit toujours ajouter de l'argent et on doit toujours investir son propre sang. On doit injecter son propre sang dans la pierre. Taxes, assurances, maintenance. L'idéal, c'est le capital immatériel qui se reproduit. Et plus qu'on appelle de l'argent, de l'investissement liquide, fluide, facilement déplaçable et facilement encaissable. Ce qui n'est pas le cas d'un tas de pierres où on aurait greffé des fenêtres. Et là, je lui expliquais, oui, tout était à vendre, parce que les gens perdaient leur emploi. Les gens perdaient leur emploi, donc ne pouvaient plus payer leur hypothèque. Les taux d'hypothèque étaient tellement élevés qu'ils étaient obligés de rendre les clés à la banque. Ah, c'était fantastique. L'accès à la propriété était vraiment formidable. Plus personne pouvait être propriétaire. Ouais. Si c'est ça, la vie rêvée, des emplois inintéressants, une atmosphère complètement délétère, même la musique était plutôt... pas la meilleure période de l'histoire de la musique. Quand on pense à la New Wave, par exemple, même Gary Newman, bon, c'était quelconque quand même.
ou Funky Town, qui était une des pièces qui jouait. Funky Town, je ne sais pas, ça n'avait de nom que le funky. Alors, puis là, je ne vous parle pas de la situation politique mondiale, je ne vous parle pas de la situation politique du Québec, qui était plutôt assez déprimante. Il y a juste la France, avec l'élection de Mitterrand, qui a donné un sursaut d'espérance, mais l'illusion Mitterrand n'aura duré qu'un an. Un an plus tard, nous étions revenus aux affaires courantes, c'est-à-dire rien du tout. Alors, mais là, commençait à expliquer tout ça. Et je voyais bien, elle est polie, ma belle-fille. Elle m'écoutait à un moment donné, je lui ai dit, est-ce que je parle tout seul? Est-ce que je parle dans le vide? Ne faisant pas, j'ai l'habitude. Et puis elle a dit, non, non, je t'écoute. Ouais, elle m'écoute. Alors pour eux, cette génération-là, c'est le plein emploi. J'ai eu beau évoquer l'intelligence artificielle, là, chat GPT, c'est un petit bébé qui vient de naître. Là. Il est innocent, il est sympathique, il marche, on le trouve gentillet. Mais cette chose, cet alien, va devenir monstrueux. Et le plein emploi, bientôt ne sera plus qu'un souvenir. Parce que le capitalisme, les rapports de force, il aime ça en sa faveur. Et que les employés aient soudainement un rapport de force inattendu, causé par un certain nombre de facteurs, dont le vieillissement de la population. Vieillissement de la population aussi, parce que ces gens-là n'ont pas entendu notre ami d'hier leur dire, on commence à être vieux à 90 ans. Alors, eux, à 60, ils se voient déjà vieux, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de prendre leur retraite, parce qu'ils lisent les statistiques qu'à 64 ans, ils vont être à demi-morts, et que s'ils veulent avoir du temps de qualité pour voyager je ne sais trop où, faire je ne sais trop quelle activité, s'écraser devant la télé, et qu'il leur tarde enfin de prendre leur retraite, parce que la vie est si courte, et qu'il faut bien profiter des derniers moments qu'il nous reste à respirer. Ouais, mais nous, c'est pas comme ça, là. Nous, on a appris ça, là, que on était encore jeunes pour 30 ans. Fabienne et moi. Vous vous rendez compte? Vous êtes 30 ans encore à recevoir de plein fouet l'existence, à encaisser les coups, à se lever le matin, à déplacer sa carcasse d'un point à l'autre, à soulever les cartons, à dire bonjour aux clients, à balayer sa porte, à remplir ses dossiers, à mettre des prix dans des livres. Oi, 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 30 ans encore. Mais, quand on est l'aspirateur et que on n'a pas d'ambition d'autre que de durer, que de rester, que, en fin de compte, l'aspirateur, c'est un mainteneur, comme je me plais à le répéter, inlassablement, tant je suis excédé qu'on me colle l'étiquette de passeur. Je ne passe pas, moi. No passerán. On ne passe pas. Je ne bouge pas. L'aspirateur est inamovible. C'est un phare dans la nuit qui balaie imperturbablement, je ne sais trop quoi, mais qui balaie de son faisceau lumineux, de son verbe incandescent, la réalité morne, éterne. Donc, j'exagère encore. Ben, vous voyez, ça m'a galvanisé tout à coup. Et là, je me sens comme
un personnage des Marvel Comics. Je sens que tout à coup, soudainement, j'ai ma place parmi Spider-Man, mieux connu en France sous le nom de Spider-Man, Batman, Ultraman. Bon, je ne ferai pas la joke de musulman, mais et que maintenant je prends place parmi les super-héros qui s'étrillent les uns les autres et qui se liguent parfois contre des vilains. Et là, les vilains sont nombreux en ce moment sur la planète. Ils sont très, très nombreux. Et puis, ils ont décidé que le temps des vilains est arrivé. Les loups des banques centrales, les cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires, Poutine, Erdogan, et l'autre là, en Israël, dont le nom m'échappe. Un autre bad boy, Trump qui gratte dans la porte. Dans ce monde de super vilains, ça nous prend des super héros. Ce soir, sous vos yeux médusés, grâce à la sagacité, à la clairvoyance de cette journaliste du plus grand quotidien français en Amérique du Nord, est né l'Aspirator. À demain. Ah putain, je suis trop con.